Dans la brume matinale des Cévennes, les montagnes se dressent, silencieuses et imposantes, leurs forêts denses cachant des secrets que le vent semble murmurer à travers les vallées. Le 15 octobre 2011, Sophie Laurent, enceinte et rayonnante, et son mari Antoine Dubois, envoient une dernière photo depuis ce coin reculé du sud de la France. Un sourire éclatant, une tente verte isolée près d'un van blanc, un message empreint de joie, tout est prêt pour ce soir. Les Cévennes sont magnifiques. Je t'aime. Ces mots, envoyés à Élodie Martin, la sœur de Sophie, sont les derniers échos d'un bonheur volé. Quelques heures plus tard, le couple disparaît, englouti par la nature sauvage, sans laisser de traces. À Lyon, Élodie, tenant la photo froissée, revit l'angoisse de cette nuit où le téléphone n'a plus sonné. Les Cévennes, belles et cruelles, semblent garder jalousement leur mystère. Que s'est-il passé dans ces vallées profondes? La vérité restera-t-elle à jamais enfouie? Si vous découvrez notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de cette énigme glaçante. Dans la nuit profonde des Cévennes, où l'obscurité avale les contours des montagnes, le faisceau des lampes torchées des gardes forestiers trouait l'ombre, révélant une scène aussi étrange que glaçante. Une tente verte, impeccablement dressée, se tenait seule dans une clairière isolée, à quelques mètres d'un van blanc verrouillé. Le chant des grillons et le souffle du vent dans les pins accentuaient le sentiment d'isolement, comme si la nature elle-même conspirait pour garder un secret. Jacques Lefebvre, un enquêteur chevronné aux tempes grisonnantes, arpentait le terrain avec une méfiance acquise au fil de 30 ans de service. Il observait chaque détail, chaque pli de la toile, chaque trace de pneu dans la terre sèche. « Tout est trop parfait », murmura-t-il à son collègue, sa voix teintée d'une inquiétude qu'il ne laissait que rarement percer. La tente est intacte, le van fermé à clé. Pas une goutte de sang, pas un signe de lutte. C'est comme s'il s'était volatilisé. Jacques s'arrêta devant le van, ses doigts gantés caressant le métal froid de la portière. À l'intérieur, les premières découvertes ne firent qu'épaissir le mystère. Sur le siège passager, un sac à main en cuir appartenant à Sophie Laurent, une enseignante de 32 ans, enceinte de 6 mois. À l'intérieur, son portefeuille contenait encore ses cartes d'identité, quelques billets de 20 € et une photo d'échographie soigneusement pliée. À côté, un flacon de vitamines prénatales, à moitié plein, semblait crier l'absence d'une mère pleine d'espoir. Sur le tableau de bord, un téléphone portable, un modèle bon marché, inhabituel pour un couple comme Sophie et Antoine Dubois, qui vivaient modestement mais sans extravagance. Jacques fronça les sourcils. Pourquoi un second téléphone? Et pourquoi le laisser là, abandonné, comme un indice oublié? Il le saisit, espérant y trouver des messages, des appels, une piste, mais l'écran restait noir, la batterie morte depuis longtemps. Dehors, la tente offrait encore moins de réponses. Les affaires de camping étaient rangées avec une précision presque maniaque, des vêtements pliés, une lampe de poche alignée près d'un réchaud à gaz, une bouteille d'eau à peine entamée. Jacques s'accroupit, scrutant le sol à la recherche de traces de pas, de marques de violence, de n'importe quoi qui pourrait trahir une vérité cachée. Mais la terre, durcie par l'automne, restait muette. « C'est trop propre », dit-il à haute voix, presque pour lui-même. Comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace d'eux. Ses collègues échangèrent des regards, mal à l'aise. Dans les Cévennes, où les sentiers escarpés et les ravins profonds pouvaient engloutir un homme en un instant, une disparition n'était pas rare. Mais celle-ci était différente. Elle semblait orchestrée, calculée, comme une mise en scène destinée à tromper. Jacques connaissait bien les Cévennes. Il avait grandi non loin, dans un village niché à l'ombre de ces montagnes. Il savait que cette région, avec ses forêts denses et ses grottes oubliées, pouvait être aussi cruelle que magnifique. Mais ce soir-là, alors que la lune perçait à peine les nuages, il ressentait une étrange oppression, comme si les arbres eux-mêmes observaient, complices d'un secret qu'il refusait de révéler. Qui avait touché ce campement en dernier? Sophie et Antoine s'étaient-ils perdus dans la nuit, victimes d'un accident tragique? Ou quelqu'un avait-il soigneusement effacé leurs traces, laissant derrière lui une façade d'ordre et de normalité? Jacques rangea son carnet, ses notes griffonnées à la hâte sous la lumière tremblante de sa lampe.
Une question le hantait, plus lourde que toutes les autres, pourquoi tout semblait-il si parfait? Était-ce l'œuvre du hasard, ou celle d'une main habile, déterminée à dissimuler un crime? Dans le silence oppressant de la clairière, le vent porta une rumeur lointaine, comme un murmure de la vérité enfouie. Jacques savait que ce n'était que le début. Les Cévennes, avec leurs vallées profondes et leurs ombres insondables, n'avaient pas encore livré leurs secrets. Et quelque part, au cœur de cette nuit sans fin, une réponse attendait, tapie dans l'obscurité. Dans les jours qui suivirent la découverte du campement abandonné, l'enquête sur la disparition de Sophie Laurent et d'Antoine Dubois dans les Cévennes s'enfonça dans une spirale de doutes et de soupçons. Jacques Lefebvre, enquêteur chevronné aux tempes grisonnantes, passa des nuits blanches dans son bureau de Nîmes, entouré de dossiers poussiéreux et de l'odeur âcre du café refroidi. En fouillant dans les finances du couple, il tomba sur une révélation troublante. Antoine, cet homme que tous décrivaient comme un mari dévoué, croulait sous une dette de 40 000 €, contractée auprès de prêteurs aux pratiques douteuses. Cette découverte, aussi froide qu'un vent d'automne dans les vallées des Cévennes, fit d'Antoine le suspect principal. Jacques, habitué aux méandres des âmes humaines, sentit une ombre s'installer. Un homme acculé par l'argent pouvait-il être poussé à commettre l'impensable? La question pesait lourd, comme les nuages qui s'amassaient au-dessus des montagnes. Une nouvelle piste vint renforcer cette hypothèse, plus accablante encore. À une trentaine de kilomètres du lieu de la disparition, dans un village isolé où le temps semblait s'être arrêté, un employé d'une station-service affirma avoir vu un homme ressemblant à Antoine. C'était le soir du 15 octobre 2011, quelques heures seulement après le dernier message de Sophie. Les images granuleuses d'une caméra de surveillance, capturées sous l'éclat pâle d'un néon, montraient un individu nerveux, vêtu d'une veste sombre, achetant un téléphone prépayé et une carte topographique des Cévennes. Jacques scruta l'écran, les yeux plissés, cherchant à discerner les traits d'Antoine dans ce visage flou. Pour l'équipe d'enquête, cette preuve semblait sceller le sort du mari. Pourquoi un homme en camping aurait-il besoin d'un téléphone jetable? Pourquoi une carte, alors que le couple connaissait les sentiers de la région? La théorie prenait forme, sinistre et implacable. Antoine avait-il tué Sophie, sa femme enceinte, avant de préparer sa fuite dans l'immensité des Cévennes? À Lyon, Élodie Martin, la sœur de Sophie, reçut cette nouvelle comme un coup de poignard. Dans son petit appartement, entouré de photos de sa sœur rayonnante, elle serrait contre elle une échographie froissée, dernier souvenir d'un avenir volé. Antoine n'aurait jamais fait de mal à Sophie, murmura-t-elle, la voix brisée par les larmes. Il passait des semaines à construire un berceau en bois, sculptant chaque détail avec amour. Il pleurait de joie en regardant l'échographie, rêvant du jour où il tiendrait son enfant. Pour Élodie, ces accusations étaient une trahison, une blessure infligée par une justice trop pressée de juger. Elle revoyait Antoine, son sourire doux, ses mains calleuses caressant le ventre de Sophie. Comment pouvait-on transformer cet homme en monstre? Chaque article de journal, chaque murmure d'un voisin la plongeait dans une colère sourde. Elle se sentait abandonnée par un système qui, au lieu de chercher la vérité, semblait se contenter d'une histoire commode. Dans son bureau, Jacques n'était pas insensible à ses doutes. Il connaissait les pièges des enquêtes hâtives, les fausses pistes qui mènent à des impasses. Pourtant, les preuves s'accumulaient, la dette écrasante, l'homme à la station-service, le téléphone prépayé. Tout semblait pointer vers Antoine. Mais une question le hantait, insidieuse, comme un murmure dans le vent des Cévennes, et si ces indices étaient trop parfaits? Était-il possible que quelqu'un ait orchestré cette mise en scène pour détourner les regards? Qui pouvait bénéficier de cette accusation portée contre un homme absent, incapable de se défendre? Les Cévennes, avec leurs forêts denses et leurs ravins profonds, semblaient observer en silence, complices d'un secret encore enfoui. Élodie, portée par l'amour pour sa sœur, refusait de baisser les bras. Jacques, lui, savait que la vérité, si elle existait, attendait quelque part, tapie dans l'ombre, prête à surgir ou à se dérober à jamais. Les années s'écoulèrent sur les Cévennes, comme une lente procession de saisons, chacune emportant un peu plus l'espoir de percer le mystère de la disparition de Sophie Laurent et d'Antoine Dubois. Les feuilles dorées de l'automne jonchaient les sentiers,
remplacés par la neige épaisse de l'hiver, puis par les bourgeons timides du printemps. Les avis de recherche placardés dans les villages voisins, autrefois éclatants, s'effaçaient sous les intempéries, leur couleur délavée par le soleil et la pluie, comme si le temps lui-même conspirait pour effacer la mémoire du couple. Dans les vallées profondes des Cévennes, où le vent murmurait entre les pins, la nature semblait indifférente, gardienne impitoyable d'un secret qu'elle refusait de livrer. Pourtant, pour Élodie Martin, la sœur de Sophie, chaque jour sans réponse était une blessure vive, une plaie qui ne cicatrisait pas. À Lyon, dans son appartement modeste, Élodie vivait entourée de souvenirs. Une photo de Sophie, radieuse, enceinte, trônait sur la table de chevet, à côté d'une pile de lettres envoyées aux autorités, restées sans réponse. Pendant 6 ans, Élodie s'était battue pour que l'enquête ne sombre pas dans l'oubli. Elle appelait le commissariat de Nîmes, semaine après semaine, sa voix tremblante mais déterminée, demandant des nouvelles, insistant pour qu'on n'abandonne pas. Elle rejoignait des groupes de recherche bénévoles, parcourant les sentiers escarpés des Cévennes, scrutant chaque ravin, chaque clairière, dans l'espoir de trouver un indice, un fragment de vérité. Chaque jour sans réponse est une blessure qui ne guérit pas, confia-t-elle un soir à une amie, les yeux rougis par les larmes contenues. Elle se rendait elle-même dans les Cévennes, marchant des kilomètres sous la pluie ou la chaleur, frappant aux portes des habitants des villages voisins, montrant la photo de Sophie et d'Antoine, implorant qu'on se souvienne de quelque chose, n'importe quoi. Jacques Lefebvre, l'enquêteur chargé de l'affaire, ressentait lui aussi le poids du temps. Dans son bureau encombré, où les dossiers s'empilaient comme des tombes de papier, il relisait ses notes, cherchant une piste oubliée. Mais les indices s'épuisaient, et l'affaire, jadis brûlante, était devenue un cas froid, un de ces dossiers relégués au fond d'une armoire, condamné à l'oubli. Nous avons tout essayé, admit-il à un collègue, sa voix lourde de résignation. Les Cévennes ne parlent pas. Elles gardent leurs secrets, comme elles l'ont toujours fait. Jacques, qui avait grandi dans l'ombre de ces montagnes, connaissait leur caractère impénétrable. Il avait vu des randonneurs se perdre dans leurs dédales, des vies englouties par un faux pas dans un ravin. Mais cette affaire était différente. La perfection du campement, l'absence de traces, tout suggérait une vérité cachée, une vérité que le temps semblait déterminé à effacer. Pour Élodie, abandonner n'était pas une option. Chaque voyage dans les Cévennes était un pèlerinage, un acte d'amour pour sa sœur. Elle se souvenait des rires de Sophie, de sa douceur, de son rêve de devenir mère. Cette pensée la poussait à continuer, malgré l'épuisement, malgré les regards compatissants mais résignés des gendarmes. Elle refusait de croire que Sophie et Antoine avaient simplement disparu, avalés par la nature. Quelqu'un, quelque part, savait quelque chose. Mais qui? Et pourquoi le silence des Cévennes semblait-il si lourd, si chargé de secrets? Élodie s'accrochait à une conviction profonde, la vérité, aussi enfouie soit-elle, finirait par surgir. Dans les vallées silencieuses, sous le regard impassible des montagnes, une réponse attendait, tapie dans l'ombre, prête à être découverte ou à se dérober pour toujours. Élodie, portée par l'amour et la douleur, savait que son combat n'était pas fini. Les Cévennes pouvaient garder leurs secrets, mais elle ne cesserait jamais de les défier. Les années avaient figé l'enquête dans un silence oppressant, mais un jour d'automne 2017, un souffle nouveau traversa l'affaire de la disparition de Sophie Laurent et d'Antoine Dubois. Dans un hangar poussiéreux près de Nîmes, où le van blanc du couple reposait depuis 6 ans, un technicien de la gendarmerie, chargé d'une inspection de routine, fit une découverte inattendue. En examinant le véhicule, ses doigts glissèrent sur une paroi intérieure du coffre, révélant un déclic discret. Une trappe cachée, habilement dissimulée sous le plancher, s'ouvrit, dévoilant un compartiment secret. À l'intérieur, soigneusement pliées, se trouvaient des cartes géologiques des Cévennes, annotées à la main avec des coordonnées précises et des notes sur des gisements de minerais rares. Ces documents n'étaient pas l'œuvre d'un campeur égaré, mais celle d'une personne impliquée dans une entreprise bien plus obscure. Jacques Lefebvre, appelé sur place, sentit son pouce accélérer en dépliant les cartes. Ce n'est pas le travail d'un touriste, murmura-t-il, les yeux plissés sous la lumière crue du hangar. C'est l'œuvre d'un exploitant. Ces cartes,
marqué de lignes méticuleuses et de chiffres codés, suggérait qu'Antoine Dubois, loin d'être le simple employé de bureau que tous décrivaient, était peut-être lié à une activité illégale, une exploitation minière clandestine dans les entrailles des Cévennes. Jacques, habitué aux méandres des enquêtes, sentit une tension nouvelle. Cette découverte relançait l'affaire, mais elle soulevait aussi des questions troublantes. Antoine, cet homme que l'on disait dévoué à sa femme enceinte, avait-il une double vie? Les dettes écrasantes découvertes précédemment prenaient un sens nouveau, étaient-elles le prix de son implication dans un trafic dangereux? Pourtant, une intuition tenace murmurait à Jacques que ces cartes pouvaient être une clé, mais aussi un piège. Qui les avait placées là? Était-elle un indice menant à la vérité, ou une autre façade soigneusement érigée pour égarer l'enquête? À Lyon, Élodie Martin reçut la nouvelle avec un mélange d'espoir et d'angoisse. Assise dans son appartement, elle serrait contre elle la photo de Sophie, ses doigts caressant le visage souriant de sa sœur. Les cartes découvertes dans le van ravivaient une lueur d'espoir, après 6 ans de silence, l'enquête semblait enfin avancer. Mais cette lueur était teintée d'inquiétude. Élodie connaissait Antoine, son rire chaleureux, sa patience infinie lorsqu'il parlait de l'enfant à naître. L'idée qu'il ait pu être impliqué dans une activité illégale lui semblait inconcevable. Antoine n'était pas parfait, mais il aimait Sophie, confia-t-elle à une amie, la voix tremblante. Ces cartes, elles doivent signifier autre chose. Pourtant, une part d'elle craignait que cette découverte ne ternisse l'image de l'homme qu'elle défendait depuis si longtemps. Était-il possible qu'Antoine ait caché une part sombre de sa vie, même à Sophie? Élodie refusait de le croire, mais le doute s'insinuait, comme une ombre dans la lumière fragile de son espoir. Jacques, de son côté, étudiait les cartes sous la lampe de son bureau, traçant les coordonnées sur une carte plus large des Cévennes. Les annotations mentionnaient des sites reculés, des zones où l'exploitation minière illégale pouvait prospérer, loin des regards. Mais quelque chose clochait. Les notes, écrites à l'encre noire, semblaient trop précises, presque trop évidentes. Était-ce un indice laissé par Antoine, ou une manipulation orchestrée par quelqu'un d'autre? Les Cévennes, avec leurs vallées profondes et leurs grottes oubliées, semblaient murmurer une vérité encore hors de portée. Élodie, portée par son amour pour sa sœur, s'accrochait à l'idée que ces cartes pourraient enfin briser le silence. Mais Jacques, marqué par des années d'enquête, savait que chaque indice pouvait être une porte vers la vérité ou une nouvelle illusion. Dans l'ombre des montagnes, une question persistait, ces cartes mèneraient-elles à Sophie et Antoine, ou n'étaient-elles qu'un autre mensonge, tissé pour égarer ceux qui cherchaient la lumière? L'automne 2022 enveloppait les Cévennes d'un voile de brume, comme si les montagnes elles-mêmes pleuraient un secret trop longtemps gardé. Paul Garnier, un randonneur solitaire, arpentait un sentier isolé dans une vallée reculée, loin des chemins balisés. Sous un ciel gris, alors qu'il s'arrêtait pour reprendre son souffle, son regard fut attiré par une anomalie dans la terre meuble, un éclat blanc, à peine visible, dépassé du sol. Intrigué, il s'approcha, son cœur battant plus fort à mesure qu'il distinguait la forme d'un os, blanchi par le temps. Paul, un homme habitué au silence de la nature, comprit immédiatement que ce n'était pas l'œuvre du hasard. Il alerta les autorités, et bientôt, une équipe de la gendarmerie, accompagnée d'experts médico-légaux, descendit dans la vallée, leurs outils scintillant sous la lumière pâle. Avec une précision presque solennelle, ils creusèrent, révélant peu à peu les restes d'une tragédie, les ossements délicats de Sophie Laurent, enroulés autour d'un squelette plus petit, celui de son enfant à naître. Jacques Lefebvre, appelé sur les lieux, sentit une boule se former dans sa gorge. En 30 ans de carrière, il avait vu bien des horreurs, mais cette découverte le laissa sans voix. Quand nous avons vu les os du bébé, blottis dans ceux de Sophie, toute l'équipe s'est tue, confia-t-il plus tard, sa voix rauque d'émotion. Ce n'était pas une victime, mais deux. Une mère et son enfant, arrachés à la vie. Les Cévennes, si belles et si cruelles, avaient enfin rendu une part de leur secret, mais à quel prix? Chaque os exhumé semblait murmurer une vérité douloureuse, un cri étouffé par des années de silence. Jacques, scrutant la terre bouleversée, ne pouvait s'empêcher de penser à la jeune femme qu'il n'avait jamais connue, à son sourire figé sur une photo, à l'espoir qu'elle portait en elle.
Qui avait pu commettre un tel acte, enfouissant une mère et son enfant dans cette vallée oubliée? À Lyon, Élodie Martin reçut la nouvelle comme un coup de tonnerre. Assise dans son appartement, entourée des souvenirs de sa sœur, elle s'effondra en apprenant la découverte. Les larmes coulèrent, brûlantes, tandis qu'elle serrait contre elle la dernière photo de Sophie, prise dans les Cévennes. La douleur était insupportable, sa sœur, sa douce Sophie, et l'enfant qu'elle n'avait jamais tenu dans ses bras, réduit à des ossements dans une terre froide. Pourtant, au milieu de ce chagrin, une étrange sensation de soulagement perça. « J'ai perdu ma sœur », murmura Élodie, la voix tremblante, mais au moins, elle n'est plus prisonnière des Cévennes. Pendant 6 ans, elle avait imaginé Sophie perdue, errant peut-être dans un cauchemar sans fin. Désormais, elle savait. Cette certitude, aussi cruelle soit-elle, était un premier pas vers la paix. Mais une question brûlait en elle, plus vive encore, qui avait osé arracher Sophie à la vie, la condamnant à reposer dans l'ombre d'une vallée déserte? Jacques, de retour à son bureau, étudiait les rapports préliminaires des experts. Les ossements, bien que fragiles, portaient encore des traces de leur histoire. Aucune fracture, aucun signe de violence brutale, mais l'absence d'indices clairs rendait l'énigme plus complexe. Qui avait pris soin d'enterrer Sophie et son enfant ici, dans un lieu si reculé que seul le hasard avait permis leur découverte? Les Cévennes, avec leurs grottes et leurs ravins, semblaient avoir conspiré pour protéger le coupable. Pourtant, Jacques sentait que cette trouvaille marquait un tournant. La vérité, longtemps enfouie, commençait à émerger, comme une lumière perçant les ténèbres. Élodie, portée par son amour indéfectible, trouvait dans cette douleur une nouvelle détermination, elle ne s'arrêterait pas tant que le responsable ne serait pas démasqué. Dans le silence de la vallée, une question résonnait, implacable, qui avait chassé Sophie dans cette tombe solitaire, et pourquoi? Dans les semaines qui suivirent la découverte des ossements de Sophie Laurent et de son enfant à naître, l'enquête prit un tournant décisif, comme si les Cévennes, après des années de silence, avaient enfin consenti à murmurer un indice. Jacques Lefebvre, penché sur les rapports médico-légaux dans son bureau de Nîmes, lut avec une attention fiévreuse les résultats des analyses. Les experts avaient trouvé des traces microscopiques sur les ossements de Sophie, une poussière fine, presque invisible, identifiée comme du taurite, un minerai rare que l'on ne trouvait que dans certaines zones reculées des Cévennes. Cette découverte, aussi ténue qu'un souffle, était une révélation. Jacques sentit son cœur s'accélérer. Le taurite n'était pas une substance banale, il était lié à des activités d'exploitation minière, souvent illégales, dans les entrailles de ces montagnes. Cette poussière, accrochée au reste de Sophie, était comme un cri silencieux, un lien direct avec le lieu de sa mort. Jacques déplia les cartes géologiques trouvées dans le compartiment secret du van d'Antoine, celles qu'il avait examinées des semaines durant. En traçant les coordonnées annotées, il constata, avec un frisson, que l'emplacement où les ossements de Sophie avaient été découverts correspondait précisément à l'un des points marqués sur la carte. Ce n'était pas une coïncidence. Cette correspondance brisa net l'hypothèse qui avait pesé sur Antoine depuis le début, celle d'un mari désespéré, poussé par ses dettes à commettre un crime. Les cartes, le taurite, le lieu de la découverte, tout suggérait qu'Antoine n'était pas le coupable, mais peut-être une victime, engluée dans un jeu bien plus vaste. Jacques, les yeux fixés sur les lignes tracées à l'encre noire, sentit une vérité se dessiner, encore floue, mais de plus en plus proche. Et si vous êtes toujours avec nous à ce stade, laissez un « ici » ou dites simplement « toujours là » dans les commentaires, nous les lisons tous. L'enquête pivota alors vers un nouveau nom, Vincent Morel, l'ancien partenaire d'affaires d'Antoine. Vincent, un homme discret mais passionné de géologie, avait un passé trouble. Jacques découvrit qu'il avait acheté, des années plus tôt, un logiciel spécialisé dans l'analyse des gisements miniers, un outil coûteux, utilisé par ceux qui cherchaient à exploiter des ressources rares dans des zones protégées comme les Cévennes. Les dettes d'Antoine prenaient un sens nouveau, étaient-elles liées à une entreprise clandestine menée avec Vincent? Ce dernier, avec son allure soignée et son sourire calculateur, avait toujours semblé irréprochable lors des premiers entretiens. Mais sous la lumière crue des nouveaux indices, son image se fissurait. Était-il le cerveau derrière une opération illégale, prêt à tout pour protéger ses secrets,
y compris à éliminer ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Jacques passa des heures à recouper les informations, traquant chaque détail. Les notes sur les cartes, rédigées avec une précision maniaque, semblaient porter la marque d'un esprit méthodique, comme celui de Vincent. Le taurite, retrouvé sur les ossements, pointait directement vers les zones d'exploitation marquées sur ces mêmes cartes. Mais une question persistait, lancinante, pourquoi Sophie avait-elle été visée? Était-elle un témoin gênant, une menace pour les projets de Vincent? Jacques, hanté par l'image des ossements de Sophie et de son enfant, savait que chaque indice était une pièce d'un puzzle macabre. Les Cévennes, avec leurs vallées profondes et leurs grottes oubliées, semblaient enfin lâcher des bribes de vérité, mais à quel prix? Vincent Morel, avec son passé de géologue et ses ambitions cachées, devenait une ombre menaçante au cœur de l'enquête. Dans le silence de son bureau, Jacques sentit le poids de cette affaire s'alourdir. La poussière de taurite, si fine soit-elle, était un fil conducteur, un lien entre la mort de Sophie et un monde souterrain d'avidité et de trahison. La question qui le tourmentait, comme un écho dans les montagnes, était claire, Vincent Morel était-il le maître d'œuvre de ce crime, celui qui avait orchestré l'ensevelissement de Sophie dans une tombe anonyme? La vérité, si proche et pourtant si fragile, attendait dans l'ombre, prête à être dévoilée ou à s'évanouir à jamais. Dans une salle d'interrogatoire austère du commissariat de Nîmes, l'air était lourd, saturé par la tension d'une vérité sur le point d'éclater. Vincent Morel, assis face à Jacques Lefebvre, arborait un sourire confiant, presque insolent, comme s'il croyait encore pouvoir manipuler le cours des événements. Jacques, ses yeux gris perçant l'âme de son suspect, posa sur la table une série de preuves accablantes, des sachets contenant la poussière de taurite trouvée sur les ossements de Sophie, une empreinte de chaussure relevée dans le van, correspondant à une marque que Vincent portait, et les cartes géologiques, annotées de sa main experte. Chaque pièce semblait s'abattre comme un coup près. Vincent, d'abord impassible, commença à vaciller, son regard fuyant alors que Jacques détaillait les liens entre les indices. « Vous pensiez que les Cévennes garderaient votre secret à jamais ?» dit Jacques, sa voix calme mais tranchante. Mais la vérité finit toujours par remonter. Sous la pression des preuves, le masque de Vincent se fissura. Ses mains tremblaient lorsqu'il avoua, d'une voix brisée, la vérité macabre. Lors d'une nuit fatale d'octobre 2011, dans une clairière reculée des Cévennes, une dispute avec Antoine avait dégénéré. Antoine, rongé par la culpabilité, avait menacé de dénoncer leur exploitation illégale de taurite, une entreprise lucrative mais interdite. Dans un accès de rage, Vincent l'avait frappé, un coup mortel qui avait scellé le destin d'Antoine. Sophie, témoin horrifié de la scène, avait tenté de fuir, mais Vincent, pris de panique, l'avait poursuivi. Pour protéger son secret, il l'avait tuée, elle et l'enfant qu'elle portait, avant d'enterrer leur corps dans une vallée oubliée. Pour brouiller les pistes, il avait orchestré une mise en scène à la station-service, utilisant un téléphone prépayé et une carte pour faire croire à la fuite d'Antoine. Chaque mot de son aveu, prononcé dans un souffle rauque, était une lame dans le cœur de Jacques, qui voyait défiler les images de Sophie et de son bébé, trahis par la cupidité d'un homme. À Lyon, Élodie Martin reçut la nouvelle dans son appartement, où le silence pesait comme une chape de plomb. Assise sur son canapé, elle serrait une photo de Sophie, ses doigts crispés sur le cadre. Lorsque Jacques lui relata l'aveu de Vincent, elle sentit son monde s'effondrer une nouvelle fois. La douleur était insupportable, sa sœur, si pleine de vie, et son enfant, fauché par la brutalité d'un homme qu'il connaissait à peine. Pourtant, au milieu de ce chagrin, un étrange soulagement perça. Antoine, accusé à tort pendant des années, était innocent. Élodie revoyait son sourire doux, ses mains calleuses travaillant sur le berceau, son amour pour Sophie. « Il n'a jamais fait de mal à ma sœur », murmura-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Cette vérité, bien que cruelle, rendait justice à l'homme qu'elle avait défendu contre vent et marée. Mais une question la hantait, la justice pouvait-elle réparer une telle tragédie? Pouvait-elle ramener la lumière dans un monde brisé par la perte? Jacques, de retour dans son bureau, contemplait les cartes géologiques, désormais orphelines de leur secret. L'aveu de Vincent était une victoire, mais elle avait un goût amer.
Il repensait à Sophie, à l'enfant qu'elle portait, à Antoine, tous victimes d'une avidité sans limite. Les Cévennes, avec leurs vallées profondes et leurs ombres impénétrables, avaient été les complices silencieuses de Vincent pendant 11 ans. Mais la vérité, comme un ruisseau perçant la roche, avait fini par trouver son chemin. Pourtant, Jacques savait que cette révélation ne suffirait pas à apaiser la douleur d'Élodie, ni à effacer les années de silence. Vincent avait payé le prix de sa trahison, mais à quel coût? La question flottait dans l'air, lourde et sans réponse. La justice, si durement conquise, pouvait-elle jamais réparer l'irréparable? Dans l'ombre des Cévennes, la réponse restait suspendue, comme un écho dans le vent. L'hiver 2023 enveloppait les Cévennes d'un manteau de givre, ces vallées silencieuses semblant retenir leur souffle après l'aveu de Vincent Morel. Pourtant, l'enquête n'était pas terminée. Une pièce manquait encore au puzzle, le corps d'Antoine Dubois, dont le destin restait prisonnier des ombres. Jacques Lefebvre, poussé par un besoin viscéral de clore cette tragédie, organisa une dernière mission dans les entrailles des Cévennes. Une équipe équipée de drones survola une ancienne mine abandonnée, repérée grâce aux cartes géologiques trouvées dans le van. Les images captées par les machines, projetées sur un écran dans une tente de fortune, révélaient un monde souterrain oublié, des galeries effondrées, des roches brisées, et, dans un recoin obscur, un éclat pâle. Là, dans l'obscurité d'une cavité, gisait un squelette, figé dans un silence de 11 ans. Les experts descendirent avec précaution, leurs lampes perçant les ténèbres, et exhumèrent les ossements avec une révérence presque sacrée. Jacques, observant la scène, sentit un poids s'alléger, bien que la tristesse persistât. Les analyses dentaires confirmèrent rapidement l'identité, c'était Antoine. Jacques, dans son bureau de Nîmes, relut le rapport, sa voix grave murmurant une phrase qu'il répéterait plus tard, « Nous l'avons ramené de l'ombre ». Ces mots portaient une vérité douce amère. Antoine, accusé à tort pendant des années, était enfin retrouvé, non pas comme un criminel, mais comme une victime, trahie par l'avidité de Vincent. Les Cévennes, si longtemps complices de ce secret, avaient cédé leur dernier trésor macabre. Jacques repensait à cet homme qu'il n'avait connu qu'à travers des photos et des témoignages, un mari aimant, un père en devenir, fauché par une violence qu'il n'avait pas méritée. La découverte de son corps, bien qu'angoissante, était une forme de justice, un pas vers la rédemption d'une vérité trop longtemps enfouie. À Lyon, Élodie Martin reçut la nouvelle dans son appartement, où les souvenirs de Sophie et d'Antoine tapissaient les murs. Elle s'effondra en silence, les larmes roulant sur ses joues, mais cette fois, elles étaient mêlées d'un étrange apaisement. Quelques jours plus tard, elle se rendit dans un cimetière paisible, à l'ombre des montagnes cévenoles. Devant les tombes de Sophie et d'Antoine, réunis dans la mort comme ils l'avaient été dans la vie, elle déposa une fleur blanche, symbole fragile de mémoire et de paix. Son regard, voilé de chagrin, portait une sérénité nouvelle. « Vous êtes ensemble maintenant » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Élodie avait lutté pendant 11 ans, portée par l'amour pour sa sœur et la conviction qu'Antoine n'était pas le monstre que l'on avait décrit. Cette découverte, bien que déchirante, lui offrait une forme de clôture, un moment pour dire adieu. Pourtant, dans le silence du cimetière, une question pesait encore. La justice, si durement conquise, pouvait-elle apaiser une douleur si profonde? Élodie savait que rien ne ramènerait Sophie, son rire, son rêve d'être mère, ni Antoine, avec sa tendresse infinie. Les Cévennes, avec leurs vallées impénétrables et leurs grottes muettes, avaient rendu leur secret, mais à quel prix? Jacques, de son côté, rangea le dossier, ses doigts caressant les pages jaunies par le temps. Il avait vu la vérité émerger, mais il savait que la victoire était amère. La justice avait triomphé de la tromperie, mais elle ne pouvait effacer les années de souffrance, ni combler le vide laissé par 2 vies éteintes. Dans le crépuscule des Cévennes, où les ombres s'étiraient sur les montagnes, Élodie et Jacques partageaient une même certitude, l'amour et la vérité, bien que fragiles, avaient résisté à l'épreuve du temps. Mais la paix véritable, si elle existait, restait suspendue, comme un écho dans le vent, entre la douleur du passé et l'espoir d'un avenir apaisé. Point dans le crépuscule des Cévennes, où les montagnes se teintent de rouge sous les derniers rayons du soleil, l'écho d'une vérité longtemps enfouie résonne enfin. Vincent Morel,
l'homme dont l'avidité a brisé des vies, purge désormais une peine de prison à vie. Dans sa cellule austère, son regard vide, autrefois masqué par l'arrogance, trahit le prix de sa trahison. Les barreaux d'acier ne peuvent effacer le poids de ses actes, ni les vies qu'il a volées. À Lyon, Élodie Martin, debout devant la tombe de sa sœur Sophie et d'Antoine, dépose une fleur blanche, symbole fragile de mémoire et de paix. Je ne retrouverai jamais ma sœur, confie-t-elle, la voix brisée mais empreinte de résolution, mais j'ai rendu son honneur à Antoine. La vérité est le dernier cadeau que je leur ai offert. Pendant 11 ans, les Cévennes ont gardé leur secret, leur vallée profonde et leur grotte muette protégeant une vérité cruelle. Mais la vérité, tel un écho tenace, a fini par trouver son chemin, perçant les ténèbres de la tromperie. La fleur blanche d'Élodie, doucement posée sur la pierre, incarne l'amour indéfectible d'une sœur, une force plus grande que la douleur. La justice a triomphé, mais le vide laissé par Sophie et Antoine reste. Si cette quête de vérité vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour découvrir d'autres histoires où la lumière perce l'ombre. Si vous pensez que ces histoires méritent de l'attention, pas de la pitié, de la sensibilisation, pas de l'exploitation, alors aidez-nous à les raconter avec dignité.